cette toute petite vidéo pour terminer la séance d'histoire de la 6e 2 de l'unité numéro 9. Vous voyez l'intérieur du Colisée à Rome, avec des galeries qui abritaient les animaux, les gladiateurs, avec au-dessus une piste de sable qui absorbait le sang versé par les différents combats. Et on pouvait l'aménager pour accueillir des combats nautiques, des nomaki, c'est-à-dire on remplissait l'air d'eau et on faisait des batailles navales en grandeur nature. Là, vous voyez des gladiateurs qui se battent contre un tigre, contre un animal. Bon, là, c'est un combat de gladiateurs. Sinon, au début des jeux, vers midi, l'heure où commençaient les jeux, c'était des condamnés à mort que l'on jetait contre des animaux sauvages. En général, ils n'étaient pas armés, puisque de toute manière, ils étaient condamnés. Le but, c'était que les animaux les tuent. À quel spectacle pouvait-on assister dans les amphithéâtres comme le Colisée? Donc des combats de gladiateurs entre eux. Alors très souvent, ces combats ne se finissaient pas avec la mort des combattants. Un gladiateur, ça coûte très cher, c'est un sportif de très haut niveau, donc il perdait le match. Et très souvent, donc, il arrivait qu'il soit blessé, bien sûr. Même parfois, il perdait un membre, ça arrivait. Mais on les tuait très rarement. Sauf s'il était prévu qu'il y ait un combat à mort. Dans ce cas-là, on rachetait très cher les gladiateurs. Et c'était des spectacles très coûteux. Et là, on pouvait tuer. On trouve aussi des combats de gladiateurs avec des animaux sauvages, bon, comme des tigres, ou alors avec sous forme de... On reconstituait une forêt, voilà, ou un petit bout de bois, et on faisait une chasse aux animaux. Et enfin, on trouvait aussi des combats nautiques, c'est-à-dire entre plusieurs bateaux. En général, qui reprennent des batailles historiques célèbres, puisque aussi à la base, ces jeux ont été inventés par les Étrusques, un peuple qui vivait dans le nord de l'Italie à cette époque et qui faisait des combats pour honorer leur mort. Les tables claudiennes, donc la citoyenneté romaine. Au 1er siècle après Jésus-Christ, seuls les Italiens et quelques provinciaux sont citoyens romains. C'est un titre très important. Les habitants libres des provinces sont appelés les pérégrins. C'est-à-dire ils sont libres, mais ne sont pas citoyens romains, même s'ils habitent dans l'Empire romain. Les empereurs vont accorder aux plus méritants la citoyenneté romaine, par exemple ceux qui ont été magistrats dans leur cité ou ont combattu dans l'armée romaine. Voit comment la citoyenneté romaine est accordée à Lugdunum, aux notables gaulois, à travers un document exceptionnellement découvert à Lyon en 1528, dans les ruines du sanctuaire des Trois Gaules que tu as étudié précédemment. Les tables claudiennes sont deux fragments d'une monumentale table de bronze romaine du 1er siècle. Les tables portent une longue inscription latine gravée, partie d'un discours prononcé en 48 par l'empereur romain Claude devant le Sénat romain. Alors Claude est un des petits-fils d'Auguste, dont nous avons déjà parlé. Dans ce texte, l'empereur, natif de Lugdunum, réclame pour les notables des Trois Gaules des droits égaux à ceux des citoyens romains, entre autres celui de devenir sénateur. Ce sont les habitants de Lugdunum reconnaissants qui ont fait graver le discours sur une plaque de bronze, aujourd'hui connue sous le nom de table claudienne. Alors, qu'est-ce que les tables claudiennes? C'est un document inestimable du 1er siècle et c'est deux morceaux d'une table de bronze gravée d'un discours impérial. Où et quand ont-elles été découvertes? Bon, la bonne réponse c'est 1528, mais à cette époque-là, il me semble que Lugdunum, ça s'appelait déjà Lyon. Les Lyonnais de la classe vous confirmerez. Hein. Quel empereur évoque-t-elle? L'empereur Claude, le petit-fils d'Auguste. Pourquoi son discours est-il important? Il propose au Sénat romain d'offrir aux notables gaulois la citoyenneté romaine. On fait bien sûr d'abord entrer les gens les plus haut placés, les plus riches. Claude propose au Sénat que les notables puissent devenir sénateurs. Autre étape cruciale, l'édit de Caracalla en 2012. 212, mon Dieu que je suis bête. Je donne donc à tous les pérégrins qui sont dans l'Empire le droit de cité romaine.
Il faut en effet que la multitude soit dès maintenant associée aussi à la victoire, et le présent édit augmentera la majesté du peuple romain. En gros, tout homme libre de l'Empire devient automatiquement citoyen romain. Donc on exclut uniquement les esclaves. Qui sont les pérégrins? Ce sont les habitants libres dans les provinces romaines. Que fait l'empereur Caracalla en 212? Il donne aux pérégrins la citoyenneté romaine. Donc la diffusion de cette citoyenneté romaine a contribué à la romanisation de l'Empire. Dans un premier temps, les notables deviennent citoyens romains en récompense de services rendus à Rome, et Caracalla, dans son édit de 212, étend la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire romain. La trace écrite, pacifier et romaniser l'Empire, deuxième partie. Au IIe siècle, l'Empire compte entre 60 et 70 millions d'habitants, de cultures et de modes de vie très différents. Rome est maintenant capitale d'un immense empire et un modèle pour l'humanisation. Tout l'empire s'urbanise sur le modèle de la ville appelée l'Ours, ville en latin, avec une majuscule, et c'est Rome. Les habitants libres des provinces, les pérégrins, vouent un culte à l'empereur, construisent des temples à sa gloire, portent des toges, apprennent le latin et fréquentent les thermes et les théâtres. C'est le cas de Lugdunum, capitale des Gaules. La capitale de l'Empire compte jusqu'à 1 million d'habitants au IIe siècle après Jésus-Christ. Les empereurs successifs l'ont embellé de constructions à leur gloire, palais, forums, arcs de triomphe, en l'honneur des dieux, temples, et pour divertir les Romains, grands cirques, colisées. En 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les pérégrins. C'est la deuxième étape de la romanisation qui renforce l'unité de l'Empire. Donc, ces divertissements pour les Romains sont très importants. En fait, à Rome, on travaille quasiment un jour sur deux, pas plus. Après, c'est des célébrations, des fêtes. Voilà, il y a bien sûr des gens qui travaillent, mais un des passe-temps, c'est d'aller chez son patron, c'est-à-dire une personne qui vous soutient pour aller chercher soit de l'argent, soit un panier pour manger pour la journée. Et puis après, les citoyens romains ont le droit d'avoir les spectacles et certains banquets publics gratuits. C'est de là que vient l'expression panem et circenses, du pain et des jeux. Voilà, c'était la manière de gouverner des empereurs. Merci pour votre écoute. L'unité d'histoire est maintenant terminée.